Bonjour à tous et bienvenue au huitième webinaire organisé par Compo Expert. Je suis Stéphane Groslo, chef de marché pour notre activité Espace Vert en France et je suis ravi de vous retrouver pour ce huitième webinaire. Alors, tout d'abord, une petite parenthèse. En fait, j'enregistre ce webinaire de manière différée parce que nous avons fait le webinaire cet après-midi. Nous avions plus de 120 personnes présentes, mais j'ai malheureusement oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. Donc, je refais une deuxième session pour que nous puissions le mettre en replay sur notre chaîne YouTube. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce huitième webinaire dans un contexte qui n'est pas évident, puisque nous vivons une crise sanitaire sans précédent et donc les occasions sont rares, tout du moins les occasions physiques sont rares pour pouvoir partager un moment avec vous. Cette visioconférence est vraiment une occasion pour pouvoir échanger euh, sur ce sujet qui est le gazon. Alors, j'espère évidemment que tout le monde est en bonne santé. On avait, comme je l'ai dit, plus de 120 personnes inscrites à ce webinaire, avec de nombreux fidèles qui nous suivent pour chacune des sessions. Et on les en remercie évidemment. Et puis, on est aussi très, très content parce qu'on avait beaucoup de nouveaux participants pour celui-ci. Et donc, on est ravis de les accueillir et les retrouver, on l'espère bien, pour les prochains webinaires que nous animerons. Alors, donc, je vais partager immédiatement mon écran pour que vous puissiez suivre la présentation. Et donc, le sujet de ce huitième webinaire est à l'automne, comment et quand fertiliser les gazons. Hop, alors, tac. Donc, je voudrais débuter donc ce webinaire en rappelant quels sont les enjeux auxquels on va être confronté dans les prochaines semaines. Les principaux enjeux vont être de capable de maintenir un gazon en bonne santé, vert, dense et résistant, malgré des conditions qui ne lui sont pas favorables, notamment le manque de lumière, puisqu'on a des jours qui raccourcissent et une luminosité qui est beaucoup moins prononcée. La pratique du jeu, puisque le jeu va continuer à se poursuivre, tout du moins, on l'espère, sauf si la crise sanitaire que nous vivons imposait la fermeture des stades ou des parcours de golf, mais on ne l'espère pas, évidemment. Une pluviométrie aussi très abondante, avec cette eau que le sol va devoir évacuer. Une humidité importante, on y reviendra pendant ce webinaire, qui est un des facteurs clés du développement des pathogènes en période hivernale. Tout comme les rosées persistantes, hein, on peut avoir des rosées très marquées jusqu'à la fin de matinée à cette saison. Alors là, c'est encore un petit peu tôt, d'éventuelles périodes de gel et dégel, mais nous serons confrontés peut-être à ça dans certaines régions pendant cet hiver 2021, voire de neige. Le risque important de maladie, on y reviendra. Et puis à contrario, une croissance du gazon au ralenti, ce qui fait qu'il a de très faibles capacités à se régénérer. Donc, utilisé dans de mauvaises conditions, il aura du mal forcément à se régénérer. Alors, si on fait un petit état des lieux, j'ai voulu faire ce comparatif entre les températures moyennes de l'hiver 2019-2020 comparées à celles d'il y a 30 ans en 89-90. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que sur la période de début d'automne, octobre-novembre, on a des températures qui sont globalement identiques à l'hiver 89-90. Par contre, on voit que dès le mois de novembre-décembre, eh bien, en vert clair, donc on a les températures moyennes mensuelles il y a 30 ans. Et en vert foncé, c'est les températures donc l'hiver dernier. Eh bien, on s'aperçoit qu'on a vécu un hiver beaucoup plus doux en 2019-2020 comparé à 89-90. Alors, ça a des conséquences directes, hein, déjà que vous pouvez voir, c'est-à-dire que vous continuez à tondre vos gazons beaucoup plus tard en saison. Et puis, vous pouvez recommencer plus tôt. Donc, la période de tonte est beaucoup plus longue. Et pour le gazon, ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est que du coup, ce gazon ayant une période de croissance plus rallongée,
eh bien, ses besoins nutritifs vont être forcément plus importants, puisque dès lors que le gazon pousse, il se nourrit, il s'alimente en éléments nutritifs. Ça veut dire que l'importance de la fertilisation précoce d'hiver prend tout son sens, j'ai envie de dire, aujourd'hui, avec les hivers qu'on connaît. Hein. Je ne sais pas quel hiver nous aurons en 2021, mais si on se fie aux hivers qu'on a pu connaître ces quelques dernières années, avec des hivers très doux, eh bien, on se rend compte que, voilà, que la fertilisation précoce d'hiver prend tout son sens pour justement subvenir à des besoins nutritifs qui sont plus importants parce qu'on a des températures plus douces en période hivernale. Si justement ce gazon n'est pas suffisamment nourri ou pas bien nourri pendant la période hivernale, les conséquences sont comme sur la photo que vous pouvez voir, c'est-à-dire un gazon creux, un gazon qui a perdu beaucoup de densité, un gazon qui est plutôt jaunissant, qui va donc, étant pas suffisamment dense, va laisser la place aux herbes indésirables ou aux mousses. Et également, le couvert végétal n'étant pas suffisant, on peut avoir une perte de planéité, donc un risque de blessure pour les joueurs de type entorse ou autre. Voilà, donc important, très important de soigner cette fertilisation automnale qui, j'ai envie de dire, débute en octobre et va se terminer sur le mois de décembre. Alors, les bénéfices de cette fertilisation d'automne et d'hiver, ils sont multiples. Peut-être le plus important, c'est la création d'un chevelu racinaire en profondeur. Le deuxième, c'est améliorer le comportement hivernal du gazon. Le troisième, une meilleure résistance aux contraintes qu'il va subir, le jeu, le climat, les maladies. Lui faire accumuler des réserves pour qu'il y ait un meilleur comportement pendant l'hiver, être plus capable justement de résister à ces contraintes, mais aussi lui permettre de mieux redémarrer au printemps prochain. Limiter donc le développement des mousses et des adventices puisqu'on aura un gazon qui sera plus dense. Améliorer la résistance à la sécheresse à l'été suivant, puisque grâce à un enracinement plus profond, eh bien, on aura forcément un comportement qui sera amélioré, tout comme ses performances environnementales, parce que grâce à un système racinaire plus étoffé, eh bien, sa capacité de filtrer toutes les particules du pénétrant dans le sol sera nettement plus importante. Alors, pour réussir cette fertilisation d'hiver, on a trois enjeux majeurs auxquels il va falloir s'intéresser. Le premier, c'est la fertilisation de fond. J'ai envie de dire, c'est vraiment la fertilisation indispensable qu'on doit réaliser sur tout type de gazon, du green de golf à la plaine de jeu, en passant par les hippodromes, les terrains de sport, les parcs et jardins, etc., etc. Cette fertilisation de fond, on va la réaliser au travers, grâce à l'azote, notamment l'azote à libération lente, on y reviendra, grâce au potassium, et le but étant d'améliorer la densité et donc la croissance racinaire. Le deuxième grand enjeu, ça va être de compenser le manque de lumière. Je l'ai dit, hein, on a des jours qui sont plus courts, une luminosité moins forte et donc une photosynthèse nettement moins active. Et pourtant, la photosynthèse, c'est vraiment la réaction qui va permettre à la plante, au gazon notamment, de synthétiser sa propre énergie, ses glucides, et qui vont lui servir pour tout son métabolisme. Évidemment, on ne va pas pouvoir rapporter de la lumière, sauf, j'ai envie de dire, sur les stades de très haut niveau qui font de la lumière artificielle, mais sur les autres surfaces engazonnées, c'est quelque chose sur lequel on ne pourra pas forcément travailler, si ce n'est penser par exemple à élaguer certains arbres qui, s'ils sont trop denses, peuvent nuire à la pénétration de la lumière jusqu'à votre gazon. Par contre, on a deux éléments nutritifs sur lesquels on va pouvoir agir et on y reviendra, c'est le fer et le magnésium qui sont fondamentaux justement pour pouvoir réaliser la photosynthèse. Et puis le troisième enjeu, renforcer la résistance aux jeux et aux pathogènes. Alors là, on a un élément qui est vraiment déterminant, qui est le potassium, et qu'on va compléter par l'usage de biostimulants et notamment d'extraits d'algues. Alors, je fais une petite parenthèse sur la résistance. Je sors un peu du cas de fertilisation. Pour vous parler de gestion de l'humidité, on y reviendra. C'est aussi un élément sur lequel il va vraiment falloir se pencher cet automne parce que l'humectation foliaire, si elle est trop importante, est un facteur déclenchant de l'apparition de maladies. Donc, il faudra vraiment regarder cet élément de près.
Alors, si on s'intéresse au premier objectif, qui est donc la fertilisation de fond. Si on s'intéresse au premier objectif qui est la fertilisation de fond, comme je l'ai dit, l'un des points essentiels de cette fertilisation de fond, ça va être de favoriser la croissance en profondeur de racines. Et là, donc, je vous invite à regarder ce graphique qui représente un essai qui a été réalisé où on a suivi la croissance racinaire en fonction de la date du dernier rapport d'engrais. C'est-à-dire, en jaune, ces 6 derniers rapports d'engrais ont lieu en septembre. Et en vert, c'est si ce dernier rapport d'engrais a lieu en décembre. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que si on fait cette fertilisation en décembre, on a une léger avantage racinaire au mois de décembre, ce qui est logique puisqu'on a beaucoup de jeunes racines blanches qui vont pouvoir se créer. Par contre, le véritable gain, ça va être dès lors qu'on va rencontrer des températures de sol qui vont favoriser la croissance de ces jeunes racines. Et donc, on va avoir un gros gain à partir du printemps où là, on a une quantité de racines nettement plus importante sur la parcelle qui a été fertilisée en décembre. Donc, l'intérêt de la fertilisation de décembre, c'est de faire créer de jeunes racines au gazon, lui faire accumuler des réserves, et dès que les conditions sont favorables, ces réserves vont être utilisées par les racines pour croître de manière nettement plus importante. Donc, c'est un premier message que je vous transmets, c'est retarder au maximum votre dernier rapport d'engrais. On reviendra un petit peu plus tard pendant ce webinaire sur les dates intéressantes pour cela. Alors ensuite, toujours si on s'intéresse à la croissance racinaire, il faut s'intéresser aux formes d'azote. Donc là, je vous renvoie également à un essai qu'on a réalisé, qui a été réalisé il y a quelques années, mais qui prend encore tout son sens aujourd'hui, où on a suivi la croissance des feuilles et en vert foncé et la croissance des racines en jaune en fonction de la quantité d'azote nitrique qu'on apportait. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que dès que j'augmente ma quantité d'azote nitrique, la croissance foliaire augmente. Et il faut vraiment atteindre une quantité importante pour qu'on ait un effet dépressif. Si je m'intéresse à la racine, j'apporte de l'azote, ma racine pousse. Et puis très vite, j'atteins un maximum, et ensuite, on a un dépérissement du système racinaire. Donc le message qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est quoi? C'est que quel que soit l'organe dont on parle, dès que cet organe est en croissance, il a besoin d'azote, que ce soit des feuilles, mais aussi des racines. Une racine qui pousse a besoin d'azote. Par contre, elle en aura besoin, mais dans des proportions nettement plus faibles que les feuilles. Donc, on va adapter la quantité d'azote à cette période, puisque l'objectif, c'est bien un objectif de développement racinaire. Alors, si maintenant on s'intéresse aux formes d'azote à employer, c'est un autre essai qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2012 en Bretagne, où on a été mesurer la production de racines en fonction du type d'engrais utilisé pour le dernier rapport d'engrais. Ce dernier rapport avait été effectué fin novembre, début décembre, et on a fait les prélèvements racinaires en avril. Alors en jaune, c'est le témoin sans engrais, donc sans aucune fertilisation. En orange, on est sur une technologie d'engrais enrobé. En vert kaki, on est sur une technologie d'engrais organominéral. En vert plutôt fluo, on est sur une technologie d'engrais à base d'isodure. Et en marron, on est sur une technologie d'engrais organique bio. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour 3 technologies d'engrais sur 4, on a une production de racines qui est inférieure au témoin. Et par contre, pour une technologie, elle est nettement plus supérieure. Donc évidemment, le premier message qu'il faut retenir, c'est qu'à cette saison, la technologie d'engrais qu'il faut privilégier, c'est les engrais libération lente qui contiennent de l'isodure. En l'occurrence, les fluoranides. Alors pourquoi? Eh bien, en fait, ça s'explique très facilement. À cette période de l'année, on a des températures qui se rafraîchissent et une vie microbienne qui est qui est nettement moins active. Or, les engrais enrobés, ici en orange, se libèrent en fonction de la température. Et dès qu'on a des températures trop fraîches, en dessous de 15 degrés, et a fortiori en dessous de 10, ces enrobés ne vont plus suffisamment libérer pour couvrir les besoins du gazon. Les engrais organominéraux, eux, 80 voire 90% de leur azote se présente sous forme minérale, donc on va dire de type agricole, immédiate. Pas du tout adapté évidemment à la fertilisation à cette époque de l'année. Donc ceci est explicable aussi. Et puis les engrais organiques, eux, leur dégradation, leur minéralisation dépend d'un certain nombre
de dégradation microbienne, donc d'activité de la flore microbienne du sol. Et encore une fois, à cette époque de l'année, la vie microbienne ne trouve plus de température suffisante pour être active et donc va progressivement fonctionner au ralenti. Et ainsi, ces engrais organiques vont donc pas pouvoir se libérer puisque la vie microbienne n'est pas suffisamment active pour pouvoir se dégrader. L'isodure, au contraire, lui, va se minéraliser de manière totalement indépendante de la température et indépendante de la vie microbienne. Donc c'est pour cette raison que, à cette époque de l'année, on a un engrais qui arrive à se libérer, couvrir les besoins de la plante et avoir donc un développement du système racinaire conséquent. Donc ça, c'est le deuxième message. Le premier, c'était il faut apporter de l'azote à la racine si elle veut pousser, mais en proportion faible. Et le deuxième message, c'est il faut apporter cet azote sous forme d'isodure pour utiliser une forme qui se libère à l'automne. Alors, le deuxième objectif, activer la fabrication de réserves glucidiques. Comme je l'ai dit, les réserves glucidiques, l'énergie, le gazon va les produire en réalisant la photosynthèse. Malheureusement, cette photosynthèse va être de moins active puisque la lumière du jour diminue et parce que l'intensité lumineuse est aussi plus faible. Pour autant, donc cette photosynthèse, elle est fondamentale et donc il faut s'intéresser au levier sur lequel on va pouvoir travailler pour pouvoir l'activer. En ce qui concerne la nutrition, il y a deux leviers qui sont très importants. Le premier, c'est le magnésium, parce que le magnésium est le noyau central de la chlorophylle. Et je rappelle que la chlorophylle, c'est le pigment présent dans les feuilles au niveau des chloroplastes qui va capter la lumière pour réaliser la photosynthèse. Donc, si je prends la problématique à l'envers, si vous voulez avoir une bonne photosynthèse, il vous faut des pigments chlorophylliens qui viennent capter l'énergie lumineuse. Et pour avoir ces pigments chlorophylliens, il faut du magnésium. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est le fer. Il faut savoir que le fer est considéré comme un oligo-élément, mais beaucoup de scientifiques le considèrent comme le quatrième macro-élément après l'azote, après le phosphore, après la potasse. Arrive le fer, parce que ce fer agit dans énormément de réactions enzymatiques dans la plante et également dans la capacité de la plante à réaliser cette photosynthèse. Alors, ce fer, il est très important de s'y intéresser. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que le fer, généralement, est en quantité abondante dans les sols, mais sous une forme totalement inassimilable. Sous une forme totalement inassimilable parce qu'il faut savoir que le pH, le fer est sous une forme assimilable dès lors qu'on a des pH de sol qui sont supérieurs à 6. Or, pour vous donner un ordre d'idée, chez Compo Expert, on réalise à peu près 500 analyses de sol sur des surfaces engazonnées. Et sur ces 500 analyses de sol en France, au moins 90% d'entre elles présentent des pH de sol qui sont au-delà de 7 et très fréquemment au-delà de 7,5, voire 8. Autant vous dire que l'essentiel du fer dans les sols est sous une forme non assimilable par le gazon. Pour autant, ce gazon est une plante qui est fantastique puisque elle est capable, au niveau de son système racinaire, de produire de petites molécules qu'on appelle des sidérophores, phytosidérophores, qui ont la caractéristique de venir solubiliser le fer, même si jamais j'ai un pH qui est un petit peu élevé. Malheureusement, ce gazon ne produit pas ces sidérophores toute l'année. Il les produit au printemps. Mais à l'automne, il ne les produit pas du tout. Ce qui a donc pour conséquence d'avoir une déficience en nutrition ferrique à l'automne sur les gazons, parce que ce gazon n'a plus la possibilité d'aller solubiliser ce fer dans le sol et n'a donc plus la possibilité de l'assimiler. Et donc, cette fertilisation à base de fer prend tout son sens à l'automne. C'est à l'automne qu'on a les meilleures réactions du gazon à la fertilisation à base de fer, parce que justement, il va pouvoir assimiler le fer qu'on va apporter au travers de notre fertilisation. Alors, pour vous donner d'autres petites informations, la teneur, la concentration moyenne en fer dans les gazons, c'est de l'ordre de 0,01 à 0,1% pour certaines espèces. Et il faut savoir que le fer s'accumule en règle générale dans les organes jeunes. Or, les organes jeunes, notamment au niveau des feuilles, c'est les premiers que vous allez enlever lorsque vous allez tondre votre gazon. Et donc, la fertilisation à base de fer prend tout son sens, puisque, on l'a vu, avec les hivers qu'on connaît, on tonde de plus en plus longtemps les gazons.
on exporte, on élimine de la surface foliaire et donc on élimine du fer et qu'il va falloir compenser en faisant de la fertilisation ferrique à l'automne, puisque le gazon n'a pas la possibilité de solubiliser le fer dans le sol. Alors sur cette photo, hein, évidemment, c'est une photo qui est prise sur un green. Je pense que vous aurez tous deviné où l'application de fer a été réalisée. Ce qu'il faudra donc envisager, c'est réaliser une application de fer toutes les 3 à 4 semaines en période automnale, entre octobre et le mois de décembre. Troisième objectif, améliorer la résistance au jeu, au climat, aux maladies, c'est-à-dire à toutes les contraintes que le gazon va subir pendant l'hiver. Alors là, ça va être le rôle essentiel du potassium et des biostimulants, notamment ceux sous forme d'extraits d'algues marines. L'objectif va être quoi? Va être de faire en sorte que la feuille de gazon soit plus épaisse et plus drue. Plus épaisse, forcément, il sera plus difficile aux pathogènes de pénétrer la feuille. Et plus drue, on aura un gazon qui se comportera mieux lorsqu'il sera utilisé et donc piétiné. Alors, je voudrais faire donc une petite parenthèse sur les maladies que vous allez pouvoir rencontrer cet hiver. Il y en a 3 principales. On a la numéro 1, c'est la fusariose froide, Microdochium nivalis, qui se développe d'octobre à avril sur tout type de gazon, particulièrement les greens de golf, mais aussi les stades de haut niveau. Mais ça peut arriver parfois dans un jardin de particulier ou sur un hippodrome. Ce champignon, ses spores vont germer dès qu'on va avoir des températures qui vont être de l'ordre de 0 à 12 degrés. Les conditions favorables, c'est une humidité importante, donc sur les feuilles, éventuellement la présence de neige, mais ce n'est pas obligatoire, et un excès d'azote facilement assimilable peut être un facteur déclenchant. Deuxième maladie, l'helminthosporiose, qui se présente sous forme de taches ressemblant à des brûlures de cigarettes sur le feuille, qui peut se développer au printemps, mais aussi en début d'automne. Donc on est pile dans la période actuellement, surtout avec les températures relativement douces qu'on a depuis quelques jours. Encore une fois, l'humidité et la douceur sont des conditions favorables, mais aussi le manque d'air et encore une fois une fertilisation azotée trop importante. Troisième maladie, la pourriture des neiges qui s'appelle Typhula, qu'on va plutôt rencontrer dans des régions montagneuses ou de l'Est de la France. C'est une maladie donc, qui va se développer lorsqu'on a une couverture de neige durable dans le temps. Souvent quand on a eu un excès d'azote à l'automne, avec une humidité aussi très importante. Et le gazon va prendre une couleur plutôt blanchâtre, jaunâtre, et les feuilles vont venir s'entremêler les unes entre les autres. Alors, vous aurez peut-être remarqué que sur ces 3 maladies, à chaque fois, j'ai parlé d'azote facilement assimilable. Et oui, l'azote facilement assimilable est vraiment un facteur déclenchant des maladies et principalement des maladies hivernales. Donc, le tableau que vous avez sous les yeux représente l'impact de l'azote en vert si jamais il y a excès, en rouge si jamais il y a déficience sur les maladies. On se rend compte que quand on a déficience, la déficience en azote favorise plutôt les maladies d'été. L'excès d'azote favorise plutôt les maladies hivernales. Ce n'est pas tout le temps vrai, mais c'est quand même une règle assez intéressante. Vous l'aurez donc compris, cet automne, si on ne veut pas favoriser les maladies hivernales, le choix de la bonne forme et la bonne quantité d'azote va être prépondérant. Alors, je l'ai dit, hein, j'ai envie de dire, l'élément clé de la résistance, l'élément nutritif clé de la résistance va être la potasse. La potasse, même si vous l'apportez en excès, il n'y a pas de risque de déclenchement de maladie. A contrario, une déficience en potasse peut être la cause de l'apparition de nombreuses maladies, qu'on soit sur des maladies d'été ou qu'on soit sur des maladies d'hiver. Donc, message en ce qui concerne la résistance, à l'automne, ne vous privez pas de potassium pour votre gazon. Alors, voici un essai qu'on a mené avec donc 2 doses d'azote. Première rangée, on est sur la dose N1 et sur la deuxième rangée, on est sur la dose N2. Et 3 niveaux de potasse. À gauche K1, au milieu K2
et à droite K3. Si vous regardez bien ces pots dans lesquels on avait cultivé du raigrain anglais, eh bien, c'est le pot N1K3 qui nous donne les meilleurs résultats. Alors, quel message on peut en retirer? C'est que si on veut une bonne résistance du gazon à Microdocum nivalis, il nous faut de l'azote et il nous faut de la potasse, mais pas dans n'importe quelle proportion. Ici, vous voyez, N1K3, on était dans un équilibre 1-3. C'est probablement l'équilibre le mieux adapté. Ce qu'il faudra donc retenir, c'est qu'à l'automne, je devrais apporter entre 2 à 4 fois plus de potassium que d'azote. Alors, on a parlé de la potasse, hein, élément clé pour la résistance du gazon. Le deuxième, ça va être les biostimulants et notamment l'emploi d'algues marines, qui vont être intéressantes dès que le gazon va subir un stress. Ça veut dire une fréquence de jeu élevée, alors qu'on a des conditions de régénération qui sont faibles, une attaque de maladie, éventuellement un blocage racinaire s'il y a un excès d'eau, un manque de lumière. Et donc, en apportant ces extraits d'algues, on va améliorer la capacité du gazon à se régénérer en augmentant la teneur en énergie, en sucre, en activant la photosynthèse et en fournissant des antioxydants qui vont venir neutraliser l'effet des radicaux libres. Ces radicaux libres, ce sont des petites molécules que le gazon va produire lorsqu'il est stressé et peuvent provoquer son vieillissement. Alors, il faut savoir que pour les biostimulants en général, et notamment pour les extraits d'algues, on a un effet cumulatif. Ça veut dire que là, c'est l'application répétée qui permet d'avoir des résultats vraiment intéressants. La recommandation que je pourrais vous faire, c'est réaliser une application toutes les 3 semaines. Alors, autre point, je vous ai également j'ai évoqué le sujet de l'humectation foliaire, l'humidité au niveau des feuilles de gazon, qui est un facteur déclenchant ou un facteur aggravant de la virulence des attaques de maladie. Vous voyez sur la partie gauche, un essai qui a été mené alors, sur de la spot maladie d'été, mais ça fonctionnera de la même manière sur une maladie hivernale. Vous avez en rose le suivi du nombre de taches de dollar spot sur un gazon qui pourtant a été traité au fongicide. Et en bleu, le même gazon traité toujours au fongicide, mais avec en plus l'application d'agents mouillants de type kick. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que à chaque période où la maladie est présente, on diminue à peu près par 2 le nombre de taches lorsqu'on a appliqué du mouillant. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on va réduire l'humectation foliaire sur le gazon. Et donc, là, en l'occurrence, le dollar spot rencontre des conditions qui lui sont moins favorables. Et donc, du coup, la virulence de l'attaque est plus faible. Alors, l'essai de droite, c'était un essai qu'on avait monté lors de l'homologation du KIC, hein, donc par un laboratoire indépendant. Et vous avez ici donc le témoin, où il n'y a pas eu d'application de KIC. On voit que le gazon a une couleur gris blanchâtre parce qu'on a beaucoup de rosée. Et puis, tous les carrés qui sont un peu plus foncés, c'est là où le KIC a été appliqué et où on observe où la rosée n'est pas restée sur le feuillage, et donc un gazon dont les feuilles vont sécher beaucoup plus rapidement et être moins sensibles à la virulence des attaques de maladie. Donc, c'est un point sur lequel il faut vraiment apporter son attention. Alors, pour faire tomber la rosée, soit vous passez une réglette. Par contre, il faudra y revenir chaque fois qu'il y a de la rosée, donc tous les jours. Ou alors, vous appliquez un mouillant de type kick et qui vous permettra donc d'éviter des applications quotidiennes. Alors, à l'automne, quelle formule d'engrais faut-il privilégier? Comme je l'ai dit, la fertilisation de fond, celle-là, elle est réellement indispensable. On va choisir un équilibre de type 10-5-20, 2 fois plus de potassium que d'azote, avec beaucoup de magnésium, avec des oligo-éléments et notamment du fer. Au moins 50% d'azote sous forme action lente. Et on utilisera cet engrais à une dose comprise entre 40 à 50 grammes par mètre carré. Il faut savoir que donc, pour préparer ce webinaire, j'ai passé en revue plusieurs publications scientifiques sur cette fertilisation automnale, et tous les scientifiques s'accordent à dire que la quantité d'azote à apporter sur la période octobre-décembre sur les gazons doit se situer entre 40 à 50 unités. Voilà.
2 fois plus de potasse, hein, mais 40 à 50 unités d'azote, qu'on pourra appliquer en une seule fois sur des parcs et jardins, sur des hippodromes, sur des terrains de sport. Mais par contre, sur du stade de très haut niveau, sur des greens de golf, là, par contre, on ira fractionner les apports. Alors, 4 solutions, 4 engrais ou biostimulants clés chez Compo Expert qui sont particulièrement intéressants pour cet automne. On a le premier qui est le Floranite Twin Club, d'équilibre 10-5-20, avec 4 de magnésium, donc très riche en magnésium, et 1% de fer. Pour la fertilisation de fond, à appliquer, on y reviendra entre novembre et décembre à 40 à 50 grammes par mètre carré. Le deuxième engrais très intéressant, le ferrotope, comme son nom l'indique, il est particulièrement riche en fer. Il contient 8% de fer, mais pas seulement, il contient aussi 6% de magnésium. Vous l'aurez deviné, fer, magnésium, c'est vraiment l'engrais requis pour aller activer la photosynthèse du gazon. Ensuite, le caligazon. Le caligazon, lui, c'est 27% de potasse, 11% de magnésium. Donc, vous l'aurez compris aussi, hein, 27% de potasse, c'est vraiment l'engrais de référence pour renforcer la résistance du gazon. Et puis enfin, Vitanica P3 Extra, c'est le seul biostimulant qui contient 2 extraits d'algues, de l'Eclonia maxima et de l'Ascophyllum nodosum, particulièrement intéressant aussi pour aller justement activer la vigueur du gazon grâce à son effet biostimulant, où là, on fera des applications répétées d'octobre à décembre à la dose de 20 litres hectare. Je rappelle d'ailleurs que pour respecter le cadre réglementaire français, les biostimulants doivent obligatoirement disposer d'une homologation, d'un numéro d'AMM délivré par les autorités françaises compétentes. Alors, quand effectuer ce dernier passage, et notamment ce passage clé, qui est le passage de fertilisation de fond qu'on va faire avec du Floranite Twin Club? Ce passage doit être réalisé quand la température du sol est comprise entre 0 et 10 degrés. J'ai bien dit du sol, hein, pas de l'air, du sol. C'est-à-dire quand les feuilles ne poussent pratiquement plus, mais que les racines sont toujours en croissance active, elles le sont tant que le sol n'est pas gelé, que le gazon est encore vert et que le sol n'est pas gelé ou trop humide. Alors, intéressons-nous à ce résultat d'essai qui avait été réalisé en 2007 au centre de recherche de BASF. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez 4 graphiques en fonction de la date du dernier rapport d'engrais, 25 octobre, 5 novembre, 15 novembre et 29 novembre. En rouge, vous avez le témoin non fertilisé. En orange, un engrais à base d'uréformaldéhyde. En bleu, un engrais enrobé. Et en vert, un engrais à base d'isodure crotodure, en l'occurrence le Floranite Club. Ce que l'on observe, hein, c'est que, évidemment, on suit donc l'aspect visuel du mois d'octobre à peu près pour la partie gauche jusqu'au mois d'avril pour la partie de droite. Et on observe, sans surprise évidemment, que le gazon non fertilisé a un comportement hivernal qui n'est pas très très bon et qui décroît au fur et à mesure des semaines. Évidemment, on a un meilleur résultat dès lors qu'on fertilise. Le meilleur résultat obtenu au 25 octobre, on le voit très bien, hein, est avec Floranite Twin Club. Mais voilà, on voit que les résultats ne sont pas non plus, je veux dire, meilleurs, ils sont meilleurs, mais pas forcément de manière très, très significative. Si par contre, je décale le dernier rapport au 5 novembre, qu'est-ce que j'observe? Là, la différence commence à se faire de manière nettement plus importante. Dès le mois de décembre, où on a un aspect visuel du gazon qui est vraiment amélioré. Et cela, ça s'explique, hein, parce que on a, donc je l'ai dit, l'isodure dedans qui va se minéraliser, et c'est le seul qui va se minéraliser par rapport aux autres formes d'engrais. Mais n'oublions pas que dans le Floranite Twin Club, contrairement à beaucoup d'engrais gazon, il est très riche en magnésium, très riche en fer, et donc on va avoir cette photosynthèse activée dont le gazon va bénéficier dès l'hiver. Et puis regardez le rebond qui se passe à partir du mois de février. Donc on commence à avoir un rebond qui est extrêmement intéressant. Et cela, c'est dû à l'accumulation de réserves que le gazon a pu faire grâce à cette fertilisation hivernale avec le Floranite Twin Club et qu'on n'observe que pour Floranite Twin Club. Si je fais mon dernier passage au 15 novembre, eh bien, je vais accentuer ce rebond à partir du mois de février et qui va être vraiment très, très important lorsque j'aurai fait ce dernier passage fin novembre. Voilà. Donc, le message que je peux vous transmettre, c'est reculer ce dernier passage autant que possible
sur votre gazon, évidemment, avant qu'il ne gèle ou à condition que le gazon ne soit pas, que le sol ne soit pas trop humide. Alors, pour vous donner un ordre d'idée des dates approximatives pour faire ce dernier passage de Florida Twin Club, on a essayé de vous donner des dates indicatives en fonction des régions dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, je vous invite à, pas toutes les passer en revue, mais je vous invite évidemment à découvrir votre région et voir quelle est la date idéale, sachant que, encore une fois, la température du sol doit être entre 0 et 10 degrés. Et donc, cette fertilisation s'effectuera en fonction des régions entre le 1er novembre et le 15 décembre. Alors, donc, il faut savoir que aujourd'hui, on a des outils à notre disposition qui peuvent nous permettre d'être beaucoup plus précis sur le moment clé d'application de ce dernier passage d'engrais. Et parmi ces outils, eh bien, on a les outils connectés, les outils digitaux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a signé, nous, CompoExpert, il y a un peu plus d'1 an maintenant, un partenariat avec une société qui s'appelle Isagri, pour être capable de proposer aux professionnels des espaces verts une station météo connectée et une sonde connectée, reliée donc à une application smartphone. Et cette station météo connectée va pouvoir enregistrer en permanence un certain nombre de données qui se passent à proximité du terrain. Donc, on vient installer cette station météo à proximité de votre terrain et on va pouvoir enregistrer un certain nombre de données. Et parmi ces données, eh bien, on a un capteur qui est le capteur de température du sol. Et grâce à l'application smartphone, on va pouvoir suivre heure par heure l'évolution de la température du sol de votre gazon, de votre gazon. Et dès qu'on atteindra la température de 10 degrés ou en dessous, eh bien, on vous enverra une notification, une alerte, une alerte que vous recevrez donc sur votre application, sur votre smartphone, et qui vous dira, eh bien, la température du sol vient de passer sous 10 degrés, il est temps d'effectuer le dernier passage d'engrais de l'année avec donc Florida Twin Club. Et là, évidemment, grâce à cet outil digital, on va être extrêmement précis sur la date d'apport de ce dernier passage d'engrais. Alors, si vous êtes intéressé par ce type de station météo, eh bien, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Hein. Vous aurez la carte de France de nos techniciens à la fin et je peux aussi vous donner tout de suite mon adresse mail, stéphane.groslo, donc G-R-O-2-L-E-A-U, @compo, C-O-M-P-O, du 6 expert au singulier, .fr. Alors, cette station météo, elle va aussi être d'une aide précieuse pour positionner le premier passage d'engrais de l'année. Il faut savoir qu'il y a eu, il y a une donnée qui est intéressante pour positionner ce premier passage, c'est lorsqu'on atteint un cumul de température de 200 degrés à partir du 1er janvier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on va additionner les températures moyennes journalières à partir du 1er janvier. Et dès que j'atteins 200 degrés, je sais que c'est le moment de faire mon premier passage d'engrais sur mon gazon. Grâce à la station météo, on va enregistrer cette température moyenne et on va pouvoir aussi vous guider sur le premier rapport à effectuer dans l'année. Alors, mais on n'est pas là pour parler du premier rapport de l'année, on est là pour parler de la fertilisation automnale. Et je vous présente maintenant des exemples de programmes de fertilisation pour réaliser cette fertilisation d'automne. Et on va commencer par les parcs et jardins. Alors, ça peut être un parc public ou un terre-plein central dans une collectivité, dans une ville, mais ça peut être aussi un jardin privé entretenu par un particulier. Alors, donc quel type de programme on va pouvoir faire? D'abord, on va s'intéresser à l'activation de réserves glucidiques. Donc, activation de réserves glucidiques, photosynthèse, je rappelle, fer et magnésium. Pour cela, on va faire une application de ferrotope dès à présent, fin octobre, qu'on va pouvoir aussi effectuer, j'ai envie de dire, jusqu'au 15 novembre, pour justement aller activer cette photosynthèse. Et le passage indispensable de fertilisation de fond qu'on fera avec notre Florida Twin Club à 40 grammes par mètre carré entre le mois de novembre et le mois de décembre en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez. Deuxième exemple de programme, là un peu plus élaboré, nettement plus élaboré même sur terrain de sport ou sur hippodrome. On va commencer dès le mois d'octobre toujours par notre activation de la photosynthèse grâce à une application de ferrotope fin octobre voire début novembre.
On retrouve notre fertilisation de fond avec le Floranic Twin Club, 40 grammes par mètre carré entre novembre et décembre selon les régions. Celui-ci est vraiment indispensable. Comme on est sur des surfaces qui sont piétinées par les joueurs de foot, les joueurs de rugby ou les chevaux, etc., on va faire un travail spécifique sur la résistance pour vraiment activer cette résistance du gazon en faisant un apport ciblé sur la potasse en novembre avec Caligazon. Et puis, on va venir biostimuler notre surface engazonnée avec des applications répétées de Vitanica P3 Extra à 20 litres hectare tous les mois, qu'on complétera avec du kick. Je rappelle le kick, hein, c'est le mouillant. L'objectif du kick va être de réduire l'humectation foliaire, de faire tomber la rosée pour limiter le risque de contamination pathogène. Troisième exemple de programme, le programme sur Fairway Golf. Donc là, on se focalisera sur la fertilisation de fond qu'on fera avec Floranic Twin Club, de préférence 40 grammes par mètre carré, encore une fois, de début novembre à mi-décembre. L'objectif va être vraiment d'accumuler, de faire accumuler des réserves, d'avoir un gazon un fairway qui va d'autant mieux se comporter et repartir d'autant mieux au printemps prochain. Dernier programme, le programme Green de Golf, qui pourrait très bien aussi correspondre à un programme stade de haut niveau, avec quand même quelques petites adaptations nécessaires. Donc ce programme Green est bien sûr plus élaboré, hein. On est sur des gazons particulièrement fragiles, très sensibles à Microdochium nivalé, la fusariose froide à cette époque de l'année, tondu à 3 mm. Alors on va retrouver notre activation de réserve glucidique. Par contre, on fera deux applications de ferrotope, l'une fin octobre, donc dès maintenant, ou début novembre, et une autre qu'on fera début décembre. Pourquoi? Parce qu'on est sur des gazons qui sont tondus de manière très très fréquente. Je rappelle que le fer est dans les organes jeunes, hein, essentiellement. Et on est sur un gazon à 3 mm, donc la surface foliaire est quand même relativement faible. Donc il va être important d'encore plus activer cette photosynthèse, d'où les deux applications de ferrotope. On retrouve notre fertilisation qu'on fera non pas avec du club, mais avec Floranic Twin Eagle K, qui a une formule très proche du club, hein, très riche en potasse, peu riche en azote, riche en magnésium et en fer, mais par contre en micro-granulés pour être adapté à des gazons qui sont tondus à 3 ou 4 mm. Comme les greens de golf sont des gazons qui sont particulièrement sensibles à Microdochium nivalé, on fera deux applications focalisées sur le potassium, avec Caligazon dès fin octobre et une deuxième application de Caligazon fin novembre. Et enfin, on retrouvera notre biostimulation avec Vitanica P3 Extra 20 litres hectare tous les mois, complétée avec le kick pour limiter l'humectation sur la feuille de gazon. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est illustrer mes propos en vous montrant quelques photos de réalisation de fertilisation précoce d'hiver. Par exemple, cette photo a été prise au golf de Strasbourg-Illkirch en 2014 à l'occasion d'une réunion AGREF, donc l'association des intendants de parcours de golf en France, qui organisait donc une réunion régionale en début d'année, en janvier. Et on avait mis en place ce programme à partir de l'automne. Sur la partie gauche, vous avez le programme qui jusque-là était réalisé par l'intendant. Et sur la partie droite, le programme qu'on lui avait suggéré. Et je pense que vous voyez donc à l'aspect visuel du gazon que les résultats étaient très, très intéressants. Deuxième essai, on est là par contre sur un terrain de sport, en l'occurrence le terrain de football de Lalande-Fronsac en Gironde. Et vous avez donc, alors là c'est pareil, hein, je pense que c'est très parlant. Donc vous voyez le terrain qui se situe ici avec la zone des 6 mètres, hein, là, et puis donc là on est juste donc derrière la zone, on va dire la zone de but, hein, si on peut appeler ça comme ça. Ici, non fertilisé. La partie ici était, j'ai envie de dire, focalisée uniquement sur une application de Floranic Twin Club qui avait été faite quelques semaines avant. Là, c'est aussi, effectivement, je pense, très, très parlant. Donc, on a un gazon qui est nettement plus dense, très coloré, avec un bon comportement. Alors qu'ici, vous voyez, on a un gazon qui est extrêmement creux derrière la zone de but. Et qui dit terrain très creux, dit forcément problème de planéité et probablement une contamination par les adventices, par les mauvaises herbes, qui va être conséquente dès le printemps prochain. Troisième essai, un essai sur un terre-plein central fait à Levallois, juste à côté du siège de notre entreprise. Donc vous avez donc cette bande engazonnée avec, ici on avait donc réalisé en fait un gradient d'azote. Ça veut dire on avait fait des petites parcelles, hein,
qui faisait en gros 1 mètre carré. Ici, 0 unité d'azote. Ensuite, donc en bas, j'espère que vous voyez bien ma flèche. Ensuite, 20 unités d'azote. Ensuite, 30 unités d'azote, 40 unités d'azote et 50 unités d'azote. Si je prends la photo de droite, en fait, c'est exactement le même essai, mais vu à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, je regarde à partir des 50 unités, 40, 30, 20. C'est-à-dire que, en fait, la photo de droite, je l'ai prise en étant positionné, si je regarde à gauche, juste là où est ma flèche, c'est-à-dire vraiment en bout. Voilà. Donc là, bon, je pense que c'est également très, très parlant. Le but étant de montrer l'intérêt de la fertilisation précoce d'hiver et le niveau de fertilisation le plus adapté. Donc cet essai avait notamment, à l'époque, c'est un essai qu'on avait fait en 2016 et qui avait convaincu la ville de Levallois sur l'importance de faire cette fertilisation hivernale sur leur gazon d'espace vert. Voilà. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut rappeler ou redire sur les bénéfices de cette fertilisation automnale? On l'a vu, hein, création d'un chevelu racinaire en profondeur grâce à la fertilisation de fond, l'activation de la photosynthèse avec 2 éléments clés, le fer et le magnésium, une meilleure résistance aux jeux, climat et maladies grâce notamment à la potasse et aux biostimulants et notamment les extraits d'algues, une amélioration du comportement hivernal du gazon et l'accumulation de réserves qui vont lui permettre de mieux démarrer au printemps suivant, hein. Rappelez-vous l'essai, le graphique que je vous ai montré avec le rebond que l'on voit à partir du mois de février lorsqu'on décale le passage de fin d'année. Limiter le développement des mousses et des adventices parce qu'avec un gazon plus dense, eh bien forcément, j'aurai moins de contamination. Et l'amélioration des performances environnementales du gazon grâce à ce système racinaire beaucoup plus développé. Alors, si je peux vous donner un message de fin, c'est que si vous souhaitez avoir des gazons en bon état au printemps prochain, eh bien, c'est dès maintenant, c'est là que tout se joue, dès cet automne. Votre programme commence dès maintenant sur cette période charnière qui est la période octobre-décembre pour avoir justement des gazons qui vont se comporter le mieux possible cet hiver et redémarrer dans de bonnes conditions au printemps 2021. Alors, si si vous souhaitez nous rencontrer, échanger avec nous au sujet de ce webinaire, de la fertilisation hivernale adaptée chez vous ou de tout autre sujet qui concerne l'entretien de votre gazon, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. L'ensemble de nos techniciens régionaux sont à votre disposition. Vous avez ici la carte de France de chacun de nos techniciens et leurs coordonnées téléphoniques et mail. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Vous pouvez aussi contacter ma collègue Cécile Ribanelli qui vous avait envoyé l'invitation à ce webinaire. Vous pouvez aussi me contacter, hein, stéphane.groslo@compo-expert.com et on sera ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, ce webinaire se termine. On est ravis d'avoir pu échanger donc avec vous pour ce huitième webinaire qui va donc être mis en ligne dans les tout prochains jours sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous pourrez donc le visualiser à nouveau en replay, tout comme les 7 autres webinaires précédents que nous avons organisés depuis 2019, que ce soit sur l'analyse de sol, que ce soit sur les biostimulants, que ce soit sur les stations météo connectées, que ce soit sur les maladies des gazons, etc., etc. Donc, des thématiques qui avaient été adaptées, qui avaient été abordées lors des précédents webinaires. Je vous remercie de votre attention et puis l'ensemble de l'équipe Compo Expert vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire et puis on l'espère lorsque les conditions sanitaires seront meilleures à l'occasion de réunions qu'on pourra organiser soit dans vos régions ou alors au Centre national du football à Clairefontaine. Prenez soin de vous, de votre santé et on vous dit à très bientôt. Au revoir.